langage, nos émotions. Il existe aussi des signes non-verbaux de séduction totalement incontrôlables. L'un des plus étonnants est la mydriase, c'est-à-dire la dilatation des pupilles qui rend le regard profond et attirant. De tels signaux non-verbaux sont répertoriés par les psychologues du comportement. Mais à vrai dire, on n'a pas attendu la science moderne pour les repérer et les utiliser. Autrefois, les femmes mettaient dans leurs yeux quelque chose qu'on appelait la belladone. C'était un produit qui dilatait les pupilles. Les femmes savaient que les hommes paraissaient plus attirés par elles lorsque leurs pupilles étaient dilatées. En effet, lorsqu'on est sexuellement excité, nos pupilles se dilatent. Mais un homme ne dira pas « je suis attiré par elle parce qu'elle est sexuellement excitée ». Il ne saura pas pourquoi il est attiré, ni quel facteur joue là-dedans. Un de ces facteurs peut être l'odeur. Les femmes utilisent du parfum pour masquer leurs odeurs corporelles, alors que ces odeurs donnent des indications sur la jeunesse, sur l'alimentation. Donc il y a un certain nombre de facteurs auxquels les gens répondent en disant « il est attirant, elle est attirante », mais dont ils ne sont pas conscients. On peut faire des expérimentations dans lesquelles on change la largeur des pupilles, ou dans lesquelles on rend une odeur plus ou moins saine, et montrer que ces facteurs dont les gens sont inconscients influencent pourtant leur jugement sur l'attractivité des personnes. Autre phénomène inconscient, en tête-à-tête, les gestes des amoureux se synchronisent. Un comportement typique observé par les éthologues. Excuse-moi. La synchronisation progressive des signaux atteste, je dirais, l'efficacité de la séduction mutuelle. Les regards deviennent synchrones, la dilatation des pupilles évidemment est prolongée, les rires sont simultanés, on se rapproche d'une manière simultanée, on s'écoute beaucoup plus longtemps et on parle en même temps. Il y a des mouvements des jambes tout à fait incontrôlés, j'ai pu observer, qui sont exécutés en même temps, alors que les protagonistes n'ont aucune vision de leurs jambes. Je voulais dire, c'est délicieux. J'adore ce cocktail, super. Bon, pareil. On a affaire à ce moment-là à l'expression éthologique d'un attachement, d'un début d'attachement, c'est-à-dire une structure interpersonnelle entre toi et moi. Qu'est-ce que tu veux? Danser. Non, je sais pas. Cette harmonisation des comportements que l'on trouve chez les amoureux qui sont en train de mettre en place leur relation amoureuse, elle a peut-être une explication neurobiologique. Les scientifiques travaillent en ce moment sur les neurones miroirs. Les neurones miroirs ont été découverts d'abord chez l'animal puis chez l'homme, d'abord pour des comportements extrêmement simples. Quand on voit un partenaire en face faire un mouvement, qu'on regarde le mouvement, dans notre tête s'illuminent, se mettent en route les mêmes neurones que ceux que fait le partenaire. De la même manière, quand un partenaire a une sensation, nous avons dans la tête les mêmes voies sensitives qui s'illuminent. Puis après on est allé un peu plus loin et on s'est rendu compte que quand le partenaire souffre, la perception de la souffrance passe par ces trajets dits des zones miroirs. Et on est en train de penser, les scientifiques pensent que ces neurones miroirs sont pour beaucoup dans l'empathie que l'on peut avoir pour autrui. Et moi j'y verrais volontiers quelque chose qui permettrait de comprendre ce qui est un des mouvements fondamentaux de l'amour, qui est le désir du désir de l'autre. Quand on est amoureux, on a envie que l'autre vous désire. On le désire, mais on a aussi envie qu'il vous désire. On peut penser que c'est par ces mécanismes des neurones miroirs que pourrait s'expliquer cette espèce de richesse qui est cette perception et ce besoin du désir et du sentiment de l'autre.
Lorsque Juliette danse avec John, son cerveau limbique traite tous les stimuli sensoriels qu'elle reçoit et les compare avec des tourbillons de souvenirs concernant des situations équivalentes. Et comme ne reviennent de sa mémoire que des signaux positifs, Juliette est rassurée. Elle peut s'attacher à John sans crainte. Alors Juliette sent monter son désir. Son cerveau limbique suractivé la pousse à passer à l'acte, là, tout de suite. Et pourquoi pas? C'est compter sans le néocortex, notre gendarme intérieur, la voix de la raison. Grâce ou à cause de lui, il y a des choses qui ne se font pas. Je disais qu'il y a des choses qui ne se font pas. Sorry. Pardon. Oh my God. Et oui, il faudra attendre l'autorisation du néocortex pour laisser libre cours à ses fantasmes. Mais l'attente du passage à l'acte attise encore les sens. Après la vue, l'audition joue son rôle dans la séduction. La voix de John est inconsciemment devenue plus douce, caressante. Ses ondes font vibrer le tympan de Juliette. De l'autre côté du tympan, une série d'osselets transmettent les vibrations à l'intérieur d'une structure en forme d'escargot, la cochlée. Là, des cellules ciliées les changent en influx électriques qui vont directement exciter le cerveau des émotions de Juliette, encore lui. Le plaisir déclenché rend la voix de John érotique et inoubliable. La synchronisation est également vocale. Est-ce que la voix est une voix de sollicitation et de séduction, ou est-ce que c'est une voix de réceptivité positive très aiguë chez la fille, ou par exemple, est-ce qu'il y a une synchronisation dans la voix, c'est-à-dire que l'homme, qui a une voix mature et relativement puissante à cause de la testostérone, commence progressivement à parler de plus en plus de manière féminine. Ça, c'est un très bon critère. Après la vue et l'audition, le toucher. John et Juliette franchissent l'étape importante des premiers contacts. Leurs mains se frôlent, esquissent des caresses à venir. Tout se passe sous la peau. Plus de 100 récepteurs par centimètre carré captent les sensations déclenchées par la main de John, sa pression, sa chaleur, et les transmettent à des milliers de terminaisons nerveuses. Ce contact, converti en influx nerveux, remonte le long de la moelle épinière jusqu'au cerveau. Pour évaluer l'impact du toucher dans une relation qui se noue, Nicolas Guéguin a travaillé sur le terrain, à Vannes, avec ses étudiants. On a mis au point un protocole expérimental dans lequel on demandait à des jeunes garçons d'aborder des jeunes filles dans la rue en leur demandant leur numéro de téléphone. Et puis en formulant cette requête-là, discrètement, ils touchaient la jeune fille une seconde sur l'avant-bras. Donc vous voyez, c'est pas un comportement problématique, un simple contact tactile. Et on s'est rendu compte que, d'une part, les jeunes filles accordaient plus favorablement un numéro de téléphone au jeune homme en situation de contact tactile. Mais en même temps, lorsqu'elles donnaient ce numéro de téléphone, elles donnaient moins souvent un faux numéro, puisque un certain nombre donnaient un faux numéro, ce nombre était moins important en situation de contact tactile. Ensuite, elles ont été abordées par une enquêtrice qui leur disait là, il y a un jeune homme qui vient de vous aborder, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de ce jeune homme à l'aide d'un certain nombre d'échelles? Et on s'est rendu compte qu'elle le trouvait plus attirant, plus sensible, et puis également plus dominant, c'est-à-dire plus sûr de lui. Alors le comportement tactile entre les hommes et les femmes varie au cours de l'évolution d'un couple. On a montré des choses assez amusantes. Au début d'une relation, c'est surtout l'homme qui recherche le contact tactile. Il va toucher beaucoup plus le bras de sa compagne. Dans la rue, ça va être lui qui va vouloir plus favorablement lui prendre la main. Et puis au fur et à mesure que le couple s'installe, dure, on constate qu'ensuite il y a équilibre de ces demandes entre les hommes et les femmes de contact tactile. Et au bout de 3 ans, environ 3-4 ans, on voit émerger l'effet inverse. Ce sont les femmes qui recherchent le contact tactile auprès de leur homme. Donc par exemple dans la rue, c'est elles qui vont tendre la main pour que l'homme la leur donne. À une terrasse de café, c'est elles qui vont toucher la main de leur compagnon, alors qu'au début de la relation, c'était l'inverse. Donc effectivement, on voit qu'au fur et à mesure de l'installation du couple, l'utilisation d'un même comportement qui est le contact tactile varie. Alors pourquoi
on pense que les hommes, au début de la relation, cherchent à matérialiser le désir de montrer aux autres, notamment aux autres hommes, que cette femme est avec eux, hein, c'est leur partenaire, c'est leur compagne, alors que lorsque la relation s'installe, il n'y a plus à démontrer, puisque la confiance s'est installée envers la partenaire, il n'y a plus cette peur des autres chez les hommes, donc ils abandonnent un peu plus ce comportement, alors que les femmes, là, sont persuadées qu'elles ont le compagnon de leur rêve, la relation s'est bien installée, et là, c'est le désir d'avoir ce contact, cette sensibilité qu'apporte le toucher, qui est recherché par elles. Bah, c'est pas que je m'ennuie, il est minuit, et... Oh, il est minuit, mais je dois aller à répétition pour mon band. Vous venez nous écouter demain? Ah ouais, carrément. Ok. Merci, c'était very nice. Great time. Ben, demain. Okay. Ok. Alors, tu le trouves comment, ce John? Sympa. Ouais, il est sympa. Sympa. Très sympa. Attends, t'as vu où tu t'assois, là? Non. Exactement à la place de John. Émilie, c'est le canapé. Tout le monde s'assoit sur le canapé, non? Non, mais pas du tout. Tu as été attirée à cet endroit précis uniquement par ton flair. Parce que John a laissé ici ses phéromones et les molécules de son odeur. Tout dépend de votre définition des phéromones. Si vous définissez une phéromone comme une substance très volatile, transportée par l'air et qui provoque immédiatement un comportement, ce qui est la définition initiale, eh bien ce genre de substance très volatile n'existe pas chez les êtres humains. Premier point. Mais il existe des substances qui sont produites par les glandes hypocrines, des substances produites dans la peau, des substances produites dans les sécrétions vaginales, etc., qui modifient nos états de perception interne et qui modifient nos taux d'hormones. Et cela, il y a une vraie possibilité que cela existe. Les phéromones ne sont pas des molécules odorantes. On ne peut donc pas les sentir, à proprement parler. Mais on pense qu'elles sont tout de même traitées dans notre nez par un minuscule organe sur sa paroi interne. La plupart de ces substances semblent changer la perception et l'élaboration cognitive dans certaines situations. Par exemple, vous pouvez montrer à des gens des photos de personnes. Sous l'influence de phéromones, leur perception de ces personnes sera différente. Ou vous pouvez utiliser des phéromones, et l'état hormonal, principalement le taux de testostérone chez l'homme, sera modifié. Un psychologue américain a voulu vérifier expérimentalement non seulement que les phéromones existent bien chez l'être humain, mais qu'elles jouent sur l'attirance entre hommes et femmes. Pour prouver cela, nous avons pris des jeunes femmes entre 19 et 22 ans. Elles ne prenaient pas la pilule et n'avaient pas de petite amie à ce moment-là. Nous leur avons donné une lessive spéciale pour leur literie, un shampoing sans odeur, une liste de ce qu'elles devaient manger ou pas. Nous voulions éviter toute contamination olfactive d'autres sources. Ensuite, elles ont porté des t-shirts que nous leur avons fournis pendant leur période d'ovulation, 3 nuits durant. Puis, à ces mêmes femmes, nous avons donné d'autres t-shirts qu'elles ont portés lorsqu'elles n'ovulaient plus. Donc, chaque femme avait la même odeur en période d'ovulation et hors ovulation. Et leur odeur était tout à fait sous contrôle. Ensuite, nous avons donné à des hommes 2 sacs avec ces t-shirts et on leur a demandé de les sentir et de nous dire ceux qu'ils trouvaient sexy et agréables. Pratiquement tous les hommes ont dit que ceux portés durant la période d'ovulation, donc de fertilité, ces t-shirts-là sentaient très bon. Comme c'était la même odeur,
C'est donc bien qu'il y a une phéromone émise par les femmes en période d'ovulation. Et je pense que sa fonction, c'est d'augmenter l'éventail des partenaires potentiels. Si une femme en période d'ovulation se montre sur une piste de danse, dès que les hommes pourront la sentir, elle en aura plusieurs autour d'elle et elle aura un meilleur choix. Tout comme pour la dilatation des pupilles, les hommes ont eu depuis longtemps l'intuition des phéromones. C'est ce qu'a découvert cet auteur d'une histoire de la conquête amoureuse. On constate que des choses qu'a posteriori, on peut interpréter comme une utilisation des phéromones, ont été utilisées. Par exemple, ce qu'on appelait le fruit pocheté au XVIe siècle, à l'époque où la mode vestimentaire pour les hommes était des braguettes assez proéminentes et creuses. On gardait une orange, un fruit, une poire dans sa braguette que l'on offrait à une jeune fille. A posteriori, on peut se dire que les phéromones ont pu jouer là-dedans, de même que les jeunes filles pouvaient prendre un objet, le mettre sous leur aisselle ou dans leur corsage avant de le donner à un homme. C'était interprété de façon tout à fait symbolique à l'époque, mais peut-être que les phéromones ont joué à ce moment-là. Et puis, l'autre aspect des phéromones, c'est un aspect, je dirais, théorique. Et là, à différentes époques, on a considéré que l'amour ne venait pas d'une flèche de Cupidon ou d'une grâce qui tombait du ciel, mais de phénomènes très physiques. Et je pense par exemple en 1748 à un livre de Diffeng de la Roche qui est totalement oublié aujourd'hui et qui parlait d'une matière sympathique qui circulait entre l'homme et la femme, qu'il comparait de temps en temps à une sorte de transpiration, et là on revient de la thématique des phéromones, mais aussi à des rayons lumineux, puisqu'il pensait qu'elles pouvaient se transmettre par le regard. Donc là nous sommes plus dans une thématique ancienne, et là il y a une